C'est une critique que l'on voit notamment souvent sur les réseaux sociaux. Comment ça se fait qu'il y ait 20, 30, 40, 50 personnes qui travaillent dans les cabinets? Est-ce que ça ne fait pas doublon avec d'autres structures? Comment justifier aujourd'hui ce travail dans les cabinets? Toi qui as travaillé longtemps je pense avec Paul Magnette notamment. Donc est-ce que réellement je dirais, c'est un échelon qui est aujourd'hui primordial dans le fonctionnement de la Belgique. Et pourquoi est-ce qu'en Belgique, on a des cabinets aussi larges, aussi importants, que ce soit au niveau de la région et au niveau du fédéral, alors que peut-être dans d'autres pays, je pense notamment aux Pays-Bas, que je citais tout à l'heure, on est dans des logiques peut-être plus réduites, plus restreintes. Voilà, je te laisse un peu. Peut-être juste avant d'aborder la question des cabinets en tant que tels, peut-être rappeler pour les auditeurs finalement ce que constitue un peu le cycle politique classique et l'alternance finalement entre période électorale et puis période de gouvernance en tant que telle. Donc évidemment, un parti, association de faits de personnes qui se regroupent autour de certaines valeurs pour pouvoir gouverner. On développe finalement des idées, des programmes en vue de période électorale, avec finalement une période de campagne qui dure entre 2 et 3 mois de manière générale. Suite, au jour des élections, une période de négociation politique entre les différents partis qui vont former une majorité. Et ça tient évidemment avant tout à notre système électoral belge, qui est un système proportionnel et non pas majoritaire, qui fait que, de facto, dans une assemblée, on se retrouve souvent avec 3, 4, 5, 6, 7, parfois jusqu'à 10 familles au niveau fédéral qui ont entre 10, 15 et 20% des sièges, et donc le besoin de former des coalitions. Donc cette phase de négociation, parfois, elle peut être très rapide. Parfois, à l'échelle communale, par exemple, le soir même, il y a une formation une majorité communale qui se forme. À l'inverse, parfois, au niveau fédéral, ça met des mois. Ça a mis 550 jours en 2011. Ça a mis plus d'1 an encore l'an dernier, en 2019, signe que cette période de négociation politique peut parfois être très compliquée. En l'occurrence, par exemple, au niveau fédéral, l'an dernier, on avait évidemment 7 partis, 9 partis, je ne me souviens plus maintenant, 7 partis, voilà, qui devaient négocier autour d'un accord commun, ce qui a mis particulièrement longtemps. Donc une fois que cet accord finalement politique est trouvé, au niveau fédéral, au niveau régional, au niveau communautaire, un gouvernement se forme, constitué de ministres et de leur cabinet. Alors sur la question des cabinets en particulier, du nombre de personnes, c'est vrai qu'en Belgique, on a des cabinets qui sont parfois importants en termes de taille. Il y a eu des efforts qui ont été faits depuis une dizaine d'années, notamment en région wallonne que je connais mieux, pour en effet diminuer la taille des cabinets. Finalement, c'est une forme de budget qui est donné à chaque ministre et il peut recruter dans le budget ETP et euros qui lui est attribué. Pourquoi est-ce qu'on a relativement... par rapport à d'autres pays, en tout cas des cabinets plus importants. Je pense que ça tient à la relation entre le gouvernement et l'administration. C'est vrai qu'on a par nature des gouvernements qui... alors, c'est pas une question, je ne veux pas dire qu'ils font moins confiance à l'administration, certainement pas, mais en tout cas qui ont l'habitude de prendre la main, peut-être de manière plus importante, mais aussi dans le sens de pouvoir donner une direction politique plus importante pendant une période de législature qui est relativement courte, typiquement 4 ou 5 ans, là, ici en l'occurrence. Par rapport à d'autres pays, on a aussi la difficulté d'avoir, comme je disais, des gouvernements de coalition. Et donc, quand forcément, on a, prenons par exemple au niveau fédéral, un gouvernement de 7 partis, ça nécessite évidemment une coordination entre ces 7 partis beaucoup plus importante que s'il y avait un seul parti au gouvernement, comme par exemple, prenons en France, par exemple, le gouvernement actuel avec La République En Marche, qui est le seul parti. Et donc, il n'y a pas besoin, finalement, de ce rôle presque permanent de check and balances entre les différents cabinets pour s'assurer que chaque ministre applique bien l'accord de gouvernement tel qu'il a été durement et âprement négocié pendant 1 an. Et donc, ça nécessite... Pour cela, en effet, sans doute, en termes d'équivalent temps plein, plus de monde, et notamment au niveau fédéral, dans ce qu'on appelle les cabinets vice-premiers. Donc, vous savez, il y a un Premier ministre, aujourd'hui Alexander De Croo, mais il y a également 7 vice-premiers ministres, chacun qui était un peu, en fait, en quelque sorte, le chef de file d'un des partis de la coalition. Donc, par exemple, Pierre-Yves Dermagne pour le Parti socialiste. Au sein de son cabinet, Pierre-Yves Dermagne, qui est ministre du Travail et de l'Économie, il a évidemment des collaborateurs en charge de ces matières-là, mais il a aussi d'autres collaborateurs qui assurent le suivi des matières des autres membres du gouvernement. Alors certes, ils sont moins nombreux, mais forcément, c'est une série de personnes qui s'occupent, comme je le disais à l'instant, de vérifier en tout cas que les autres partis respectent l'accord de gouvernement tel qu'il a été négocié.